Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous faire la vidéo sur le TDAH. Enfin, oui, je sais, ça fait un petit moment que je vous la promets. J'ai un TDAH, donc forcément, il fallait s'y attendre à ce que cette vidéo mette un petit peu de temps avant d'arriver. Je vais d'abord commencer par vous faire une petite définition de ce qu'est le TDAH, de vous parler un petit peu de mon ressenti. Et après, je vais répondre à vos questions que j'ai reçues soit sous mes vidéos de mes derniers vlogs, soit que j'ai reçues sur Instagram, puisque j'avais fait exprès de faire une petite FAQ pour toutes les questions que vous pouviez éventuellement avoir concernant ce trouble. C'est parti. Donc le TDAH signifie trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça signifie que l'on peut avoir un TDA et non forcément un TDAH. Donc TDA c'est trouble déficit de l'attention et TDAH trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Et aujourd'hui je vais vous parler du TDAH puisque moi je suis atteint du TDAH. Il faut savoir qu'il y a également 3 sous-types de TDAH différents. Donc il y a le type 1, hyperactif impulsif prédominant, le type 2 qui est l'inattention prédominante et le type 3 qui est un mixte entre les deux. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement qui démarre à l'enfance et qui se manifeste par des symptômes d'inattention et ou d'hyperactivité et d'impulsivité inappropriée. Il entraîne évidemment un handicap dans la vie de tous les jours avec un risque d'échec scolaire, d'accident, d'addiction, de dépression et de suicide, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors je précise que c'est un trouble qui démarre oui avant l'enfance. Pour ceux qui le savent, j'ai un compte Instagram où je parle du TDAH et dans l'un des slides que j'avais fait, que je vous mets peut-être à l'écran si j'ai le temps de le faire, où j'avais expliqué que les symptômes du TDAH doivent être ressentis avant l'âge de 12 ans pour qu'on puisse parler vraiment du TDAH. Alors évidemment je ne vais pas vous faire une vidéo complète quant au TDAH, là pour le coup c'est vraiment pour vous parler de mon ressenti et répondre à vos questions, mais si vous voulez par la suite d'autres vidéos sur le TDAH avec plus de précision quant à ce trouble vraiment dans les termes médicaux et psychologiques, je vous le ferai avec plaisir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour en revenir à mon vécu et à ma façon de vivre le TDAH, j'ai mis plusieurs petits points, surtout pour que je me rappelle, puisque la première fois que j'ai voulu vous tourner cette vidéo sur le TDAH, c'est parti vraiment dans tous les sens. Donc là je vais essayer de vous faire ça dans un ordre un peu chronologique, et d'ailleurs je rajoute tout de suite quelque chose que j'avais complètement oublié de mettre. Voilà, c'est le TDAH par excellence. Donc déjà je vais commencer par vous parler de ma scolarité. Scolairement parlant, avoir un TDAH a été vraiment un énorme problème. Depuis ma plus petite enfance, je me rappelle du nombre de fois incalculable où je me suis fait reprendre par mes professeurs puisque je tenais jamais en place, je bougeais tout le temps, je parlais trop, j'étais tout le temps dissipé. Dans tous mes bulletins scolaires, du plus loin que je me souvienne, même à l'école primaire, on disait tout le temps que j'étais un enfant qui était trop dans la lune. Et certains vont se dire oui, bon moi aussi j'étais un petit peu dans la lune, oui, mais en fait la différence qui fait entre une personne qui a un TDAH ou non, c'est que tu peux être un petit peu dans la lune, ça arrive à tout le monde, mais une personne qui a un TDAH, c'est tout le temps dans l'excès. C'est vraiment être tout le temps dans la lune et avoir énormément de mal à se concentrer, et moi c'était mon cas. J'étais extrêmement dissipé, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, sauf quand c'était des matières qui m'intéressaient. Par exemple, toutes les matières qui étaient littéraires comme le français, j'étais super doué, j'avais pas de soucis là-dessus, j'étais très fort, comme l'art plastique également et la musique, mais malheureusement toutes les autres matières qui ne m'intéressaient pas, j'étais insolent, j'étais insupportable, je bougeais tout le temps, et ce tic de toujours bouger la jambe, de toujours taper du doigt sur la table, ou jouer avec les stylos, ou jouer avec les cheveux comme ça. J'étais cet élève-là, et j'embêtais du coup mes camarades, j'embêtais mes professeurs, et ça m'arrivait régulièrement de me faire d'ailleurs exclure de cours, parce que je ne tenais pas en place et que mes professeurs en avaient marre de moi. Donc forcément, sur le long terme, eh bien ça s'est compliqué, j'ai eu des chutes au niveau de mes notes scolaires, de mes résultats. Plein de fois, ma maman s'est fait contacter par le proviseur ou a dû se rendre elle-même au collège pour parler de mon cas, puisque vraiment mes professeurs en avaient marre. Et puisque surtout il y a une quinzaine d'années maintenant, on ne parlait pas du TDAH, et bien on pense juste que t'es un cancre, que tu ne veux pas donner de ta personne et juste que tu t'en fous en fait. Alors que ce n'était pas le cas, je ne m'en foutais pas, et ça m'arrivait, je me rappelle des fois le soir de pleurer à me dire mais pourquoi j'y arrive pas, et de me trouver nul, de me trouver débile, stupide, alors que non, c'est juste que le système scolaire français n'est pas adapté pour les personnes ayant un TDAH. Donc ce système n'était clairement pas adapté pour moi, et à l'époque on ne parlait pas autant des troubles mentaux, dont du TDAH, et ce qui fait que j'ai vite
très vite même abandonné les études. Je me suis retrouvé dans une filière professionnelle que j'ai abandonnée sans avoir aucun diplôme pour partir travailler. Donc voilà, c'était assez compliqué. Cependant, les matières où j'étais vraiment intéressé et impliqué, où c'était vraiment la passion qui émanait de moi, comme la musique et l'art plastique, j'avais des super bonnes notes. J'avais tout le temps entre 16 et 20 de moyenne. J'avais que des notes superbes. J'étais, sans vouloir me vanter, à chaque fois l'un des meilleurs de ma classe dans ces deux matières. Et souvent aussi en français, où j'avais souvent des 15, 16, 17, même 18, 19, 20, parce que j'étais super bon en rédaction et en écriture, et ce qui fait aussi sûrement que je fais la chaîne Mother's Explain, parce que j'adore écrire, j'adore raconter des histoires, en créer, et j'ai toujours voulu écrire des livres d'ailleurs, puisque c'est quelque chose que j'adore et qui m'anime, et donc c'est des matières pour moi où j'avais énormément de facilité. En revanche, l'allemand par exemple, qui est une langue qui ne m'intéressait absolument pas, j'avais 0,8 de moyenne. Alors comment j'ai fait pour avoir 0,8 de moyenne? Tout simplement, lorsque tu mets ton nom, ton prénom et la date en allemand, eh bien tu avais un point sur ta feuille. Alors des fois je me mettais le prénom, nom et la date, ce qui me faisait un point sur 20, et des fois j'avais carrément la flemme de le faire et je ne le faisais pas, ce qui fait qu'à la fin de l'année j'avais 0,8 de moyenne en allemand. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du TDAH. En fait, c'est un peu comme si ton cerveau il se mettait en mode off, tu n'es plus là, tu n'existes plus, et c'est super compliqué. Tu as beau essayer vraiment de te mettre dedans, tu n'y arrives pas. C'est pas que tu ne veux pas, c'est pas que tu es un cancre, que tu es stupide ou quoi, c'est juste que tu n'y arrives pas. Et donc ça crée énormément de frustration qui peut après mener justement à des dépressions. Moi, ça a été mon cas tout au long de mon adolescence. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été un enfant, un adolescent dépressif. J'ai commencé les anxiolytiques à l'âge de 11 ans, après ça a débouché sur des antidépresseurs, et ce jusque il y a encore 2 ou 3 ans. Donc voilà, la dépression fait littéralement partie de mon quotidien, ainsi que l'anxiété, et c'était vraiment une adolescence catastrophique et très 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 dure au niveau scolaire. Et pourtant, comme dit, j'avais énormément de volonté. Par exemple, ma troisième, malgré le fait que j'ai eu mon brevet, j'ai dû redoubler puisque j'avais 10,5 de moyenne, 10,5, 11, et ce n'était pas assez pour passer en général. Donc j'ai pris la décision de redoubler plutôt que de suivre directement un parcours professionnel, puisque je voulais aller en général, parce que depuis que je suis gosse, je voulais aller en psychologie. Mais même en ayant redoublé, en ayant 13 et quelques de moyenne l'année suivante, mes résultats dans les matières générales étaient encore trop faibles dans certaines matières, sans oublier le fait que j'étais souvent tout le temps en train de bouger et que je pouvais être insupportable en cours. Donc dans tous les cas, eh bien, on m'a envoyé en filière professionnelle, je n'ai pas eu le droit d'aller en général, et je me suis retrouvé donc en seconde bac pro hôtellerie, donc c'était service, restauration, je sais plus trop quoi, je sais plus trop ce que c'est le nom du bac pro. J'ai fait ma seconde, et pareil encore une fois, j'étais super fort en art plastique, assez bon dans les TP, et surtout dans mes stages où vu que j'étais serveur et que c'est un métier qui est très speed, où il faut courir partout, et en stage j'étais vraiment excellent. Et donc fin d'année de seconde, ma maman qui est convoquée pour lui dire votre enfant irait quand même mieux en deuxième année de CAP directement, comme ça au moins il peut travailler, et je n'embêterai pas les autres élèves en cours. Littéralement on m'a envoyé au casse-pipe, va bosser et nous fait pas chier. C'est donc ce que j'ai fait, je me suis retrouvé en deuxième année de CAP, sauf que je suis tombé sur un patron qui, plutôt que de te faire servir des clients, va te faire gratter le sol avec la brosse, les carreaux là, les jointures entre les carreaux, en plein milieu d'un service. Donc t'es par terre dans la salle du fond en train de faire ça. Clairement c'est pas pour ça que j'ai signé un contrat. Donc au bout de 6 mois j'ai tout lâché. Mes professeurs étaient dégoûtés parce qu'ils ont dit c'est quand même dommage parce que t'as des bonnes notes, et le CAP c'est dans 3 mois, enfin dans 3 mois t'as fini. Mais moi j'ai dit non merci. Donc j'ai tout quitté, et quelques années après je suis parti travailler, et je vous expliquerai le pourquoi quelques années après, parce qu'entre temps il y a eu un petit blanc pas très cool. On peut aussi jouer justement avec le TDAH, qui est les addictions, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et donc c'est arrêté ma scolarité en tant qu'adolescent, et c'est vraiment par la suite en 2018, j'avais 23 ans il me semble, 22-23 ans. Après plusieurs années de l'hôtellerie, j'en ai eu marre justement de ce métier. J'ai commencé à faire un burn-out qui a été donc très compliqué, et donc j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai commencé par un DAEU, qui est le diplôme d'accès aux études universitaires, puisque c'est l'équivalent du baccalauréat, mais il faut avoir certaines conditions, il faut avoir travaillé pendant 2 ans, être majeur et tout le bordel. Je remplis
remplissais toutes les cases, donc j'ai pu m'inscrire à ce diplôme. À ce moment-là, j'ai tout quitté, hein. Ça aussi, pas un temps, je quittais tout. Je suis resté 3 ans dans une relation que j'ai quittée. Donc j'habitais au Pays Basque, à côté de Saint-Jean-de-Luz, et j'ai tout quitté. Du jour au lendemain, j'ai quitté mon mec, j'ai quitté mon travail, mes potes, et je suis parti à Besançon me perdre pour passer donc le DAU. Voilà, typique du TDAH. Est-ce que je l'ai regretté? Oui, je l'ai regretté longtemps, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai passé donc le DAU. Au départ, c'est des cours du soir qui durent donc 2 heures pendant comme une année scolaire, hein, pendant 8 mois. Et j'en avais tellement plus l'habitude de me concentrer que c'était impossible pour moi. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, je m'endormais. Et c'était impossible pour moi de ne pas m'endormir pendant ces moments. C'était vraiment une horreur à vivre. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais des choses à manger, des petits thés, je prenais plein de trucs, et dès que je sentais que je commençais à m'endormir, je mangeais. Mais le problème, c'est que même en mangeant, je m'endormais. Et c'est au bout de seulement 3-4 mois que j'ai réussi à ne plus m'endormir au bout des 2 heures de cours. Et j'ai eu mon DAU à 13,57 de moyenne. Donc j'aurais pu éventuellement avoir une mention, mais il n'y avait pas de mention pour ce diplôme. Et après, donc, j'ai fait une licence en psychologie, et pareil, là ça a été super compliqué parce que les matières qui m'intéressaient, j'avais des bonnes notes, j'étais tout le temps en train de lever la main, j'étais hyper investi, mais les matières qui ne m'intéressaient pas, comme par exemple les biologies ou les statistiques, et là c'était vraiment un enfer. J'étais nul, franchement j'étais nul, enfin c'est pas que j'étais nul, c'est juste que j'y arrivais pas. Je n'ai pas été plus loin que la licence, donc non, je ne suis pas psychologue, j'aurais pu, mais je ne le suis pas, et peut-être qu'un jour je reprendrai les études de psychologie, mais pour le moment c'est pas prévu puisque Murders Explained me prend tout mon temps et ça me convient très bien comme ça. Donc voilà, pour la scolarité, c'est très compliqué lorsqu'on a un TDAH puisque se concentrer dans des matières qui ne nous intéressent pas est très très dur. Le fait de rester 8 heures assis sur une chaise pour les personnes ayant un TDAH, c'est un enfer quoi. C'est pas possible. Le système scolaire en France n'est pas fait pour les personnes comme nous. Et je tiens d'ailleurs à rajouter un point dont on parle très peu, mais les personnes ayant un TDAH sont aussi sujettes à de l'hypoactivité. Donc hypoactivité, c'est l'inverse d'hyperactivité, et ce qui signifie que malgré un intérêt pour tout ce qui traverse l'esprit des personnes TDAH, ils se dispersent puis s'essoufflent et tombent souvent dans des périodes inactives, donc l'hypoactivité, où l'ennui et la frustration prédominent. Les pensées vont trop vite dans leur tête pour en attraper une, ou bien elles sont trop nébuleuses pour agir. Je vous lis la définition, c'est beaucoup plus simple, ce qui fait qu'il y a des moments où je vais être hyper active, je vais bouger dans tous les sens, je vais vouloir tout faire, découvrir le monde, marcher 20 km par jour, et il y a des périodes où je ne vais absolument rien faire, où j'en suis incapable et je vais rester dans mon lit allongé pendant de longues périodes. Là ça fait un petit moment où ça m'est pas arrivé heureusement, donc ça peut être effectivement très contraignant. Je sais que par exemple pour Murders Explained, des fois je vais carburer pendant des semaines, je vais te filmer plein de vidéos, toutes les monter, être en avance d'1 mois sur mes vidéos, et d'un coup je vais plus rien faire, en être incapable, ce qui fait que après toute mon avance est totalement gâchée et je suis de nouveau en retard et il faut de nouveau que je carbure. Et d'ailleurs mes médecins pendant de longues années ont pensé que j'étais bipolaire, notamment parce que ma grand-mère est bipolaire, et ils ont pensé que j'avais de la bipolarité. C'est possible, c'est toujours possible d'ailleurs, faudrait que je fasse un diagnostic pour ça. Pour le moment c'est pas prévu. Soit c'est vraiment des périodes d'hypoactivité, soit c'est simplement parce que je suis bipolaire, puisque j'ai des grosses périodes d'euphorie dans ma vie et des grosses périodes de dépression où j'ai que des pensées noires, et c'est vraiment un enfer à vivre, autant pour moi que pour mes proches qui ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain j'ai envie de me foutre en l'air alors que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux et que la veille j'étais en train de sauter de joie. Donc voilà, ça faudrait que je vois un petit peu plus tard, parce qu'il faut savoir que les personnes ayant un TDAH ont 70% de chance entre guillemets de plus d'avoir d'autres maladies mentales telles que la bipolarité, l'anxiété, bref, énormément de troubles mentaux qu'il est tout à fait possible d'avoir un TDAH. Et justement 70% des personnes ayant ce trouble ont d'autres maladies mentales, et c'est pour ça que lorsque vous faites diagnostiquer du TDAH, si vous avez un bon praticien, généralement il va vous faire directement d'autres tests psychiatriques, mais si ce n'est pas le cas, demandez-le. C'est vraiment important puisque comme dit, vous avez quand même 70% de chance d'avoir d'autres troubles psychiatriques en dehors du TDAH, donc faites-vous diagnostiquer, c'est important, surtout si ça relève de la bipolarité ou autre. Avoir un traitement, ça peut être nécessaire, donc faites-le. Voilà.
Avec mon TDAH, j'ai également développé énormément d'anxiété, ce qui fait que j'ai des TOC et notamment le fait de me craquer constamment mes articulations, donc les doigts, les poignets, les coudes, les hanches, les genoux, les pieds, les orteils, le cou, ma mâchoire qui craque à longueur de journée. Voilà, c'est mon quotidien, c'est chiant pour mon entourage, surtout ceux qui vivent avec moi, parce que toute la journée tu entends crac 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 crac, et dès que j'ai un petit moment d'anxiété, clac, je craque mon doigt. Pour moi aussi, au bout d'un moment, c'est chiant parce que quand tu te le fais une dizaine, quinzaine de fois par jour, tu as des douleurs, c'est vraiment pas cool. Donc des tocs, de l'anxiété. Là pendant 2 ans, comme je vous en avais parlé pendant la première vidéo, je pouvais quasiment plus sortir chez moi, j'étais vraiment très anxieux. C'est tout un tas de choses, et au niveau de tes relations, au final tu finis par ne plus voir grand monde, par te refermer sur toi-même, enfin par te renfermer sur... Bref, tu te renfermes, tu ne vois plus grand monde parce que tu as peur de voir des gens, tu as peur de les avoir au téléphone, parce que moi, vu que je sais que souvent je vais perdre le fil de mes discussions, j'ai peur d'être au téléphone avec des amis parce que j'ai peur de ne pas les écouter et donc de ne pas savoir quoi leur répondre et que ça soit une discussion un peu que dans un sens, et j'ai pas envie qu'ils croient que je m'en fous de ce qu'ils me disent, j'ai pas envie qu'ils pensent que ça m'est totalement égal, que je m'en fous tout simplement, donc je préfère juste ne pas les appeler, ne pas aller les voir, et ça m'évite des situations où je suis mal à l'aise, parce que oui, les personnes TDAH vont avoir du mal à rester concentrées dans des discussions parce que ça va difficile de l'attention, et donc avoir mon attention c'est extrêmement compliqué, et je sais que Rudy à longueur de journée pense que je m'en fous de ce que je lui dis, ce qui n'est pas le cas, c'est juste que je ne l'écoute pas, et que c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je n'y arrive pas. C'est des fois on va discuter, il y a un autre truc qui va popper dans ma tête que mon cerveau va trouver bien plus intéressant, ou alors l'oiseau ou le chat qui va passer va être plus intéressant que ce qu'il me dit, et donc ce qui fait que je perds le fil de la discussion, et c'est super compliqué. Au niveau donc de mes relations, je coche au fur et à mesure. J'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que je sens que je pars un peu dans tous les sens. Et donc voilà, au niveau de mes relations, c'est vraiment compliqué parce que j'ai tout le temps peur de ne pas être le bon ami, de pas être capable d'écouter mes amis, et souvent quand ils me demandent des conseils, ils me parlent, et vu que je perds le fil de la conversation, je suis incapable de leur donner des conseils à part t'inquiète, ça va aller, mais eux ils s'en foutent de savoir que ça va aller, ils veulent que je leur donne des conseils concrets. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère les relations, je peux pas dire que je préfère les relations à distance, mais mes relations en tout cas les plus longues, qui durent sur la durée, sont généralement des relations qui sont à distance, parce qu'on se parle que par message, et puisqu'on se parle que par message ou quelques rares appels, je peux lire et relire le message et répondre petit à petit, et donc au niveau de l'attention c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc du coup je me sens un peu seul dans ma vie à part numériquement, mais sinon c'est vrai que je me sens un petit peu seul, mais voilà, c'est pas grave, on fait avec. Voilà, c'est vrai que discuter, avoir des relations c'est assez compliqué parce que t'es tout le temps distrait, et je sais que ça peut être très frustrant pour les personnes qui nous entourent, pour nos amis, pour la famille et pour nos conjoints et conjointes. Je sais que c'est frustrant, et c'est pas notre faute. Si vous avez des personnes qui ont un TDAH, ne leur en voulez pas, c'est pas de leur faute, on fait notre maximum, et voilà. Procrastination et dissociation, je pense qu'on en parlera peut-être dans une autre vidéo, parce que j'ai pas envie que ça soit trop long, je veux aussi répondre à vos questions. Donc là vous avez un gros plan un peu de mon TDAH, mais je vais parler aussi d'un gros point que j'ai noté, c'est la conduite. 37% des personnes ayant un TDAH sont susceptibles d'avoir un accident de voiture. Non, c'est pas ça, parce que je l'ai pas noté cette phrase. Ah, non, c'est 37% des accidents de voiture sont causés par des personnes qui ont un TDAH, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce que justement, on perd notre attention. Et moi, je sais que en voiture, je suis quelqu'un qui conduit très bien, mais je reste un danger. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas de copilote, déjà c'est rare que je conduise tout seul. Mes copilotes passent justement leur temps à me dire « Oh, conduis, tu regardes la route », parce que par exemple moi j'ai une fascination depuis 1 ou 2 ans pour les maisons, donc tout ce qui est rénovation, les constructions de maisons. Donc dès que je vois une maison, je vais tourner la tête et je ne vais regarder que la maison. Le problème c'est que ma voiture elle continue d'avancer, que il y a toujours des personnes qui arrivent de ce côté là, et éventuellement je peux écraser un animal, écraser un humain. Ma voiture elle va trop à gauche ou trop à droite, donc soit je vais dans le fossé, soit je vais dans la voiture d'en face. Bref, ça peut être vraiment dangereux. Ça m'est déjà aussi arrivé de voir le stop vraiment à la dernière minute, et des fois de ne pas savoir même comment je suis rentré chez moi. Là j'ai une route de Épinal à chez moi, c'est une grande route à 90, et c'est une route que je connais par cœur, et je sais que des fois genre je suis juste là dans ma tête, je conduis et je suis vraiment en mode automatique, je suis absent, et des fois j'arrive, je me gare et je me dis mais
je sais même pas comment j'ai fait pour nous ramener à la maison. Et donc c'est hyper dangereux. Et le nombre de fois où Rudy m'a dit attention, t'es un peu trop sur la droite, un peu trop sur la gauche, attention, il y a un stop, il y a un passage piéton, il y a des humains. Franchement, je ne les compte plus. J'ai d'ailleurs loupé une première fois mon permis. Et c'est d'ailleurs pour ça que par la suite, j'aimerais prendre une médication pour justement éviter ce problème, et au moins pour quand je conduis et surtout quand je travaille, que je puisse être vraiment focus dans ce que je fais et éviter de mettre la vie des autres en danger, et également la mienne et aussi celle des animaux que je vois sur la route. Et donc maintenant je vais répondre à vos questions parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure non plus 3 heures pour ceux qui n'ont pas forcément envie de m'écouter, surtout que je sais que là mon débit de parole est élevé.